De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris en France et les États-Unis l'État du Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Zouzi, expert en diplomatie internationale. Oui, son retour à la Maison-Blanche. Vous savez, il y a chez lui un savant mélange de volonté d'imposer la paix par la force et de mener une diplomatie. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine et autres grandes puissances parlent le langage de la diplomatie de la force. En d'autres termes, vous intimidez, vous amadouez, vous menacez. Et donc, vous utilisez des moyens pour, je dirais, impressionner votre adversaire. À l'aube de la 80e Assemblée générale des Nations unies, ce 21 septembre 2025 à New York, une question cruciale s'impose. Où est passée la voix des Nations unies ? De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous allons parler de la géopolitique internationale, de la diplomatie par la force ou diplomatie de la force. Vous avez constaté que actuellement, sur le plan international, il y a une crise. Cette crise est due qu'il y a des blocs. Certains blocs ne s'entendent pas avec d'autres. Et dans cette diplomatie internationale où la force est imposée, nous allons décrypter l'actualité internationale de l'heure avec un expert qui n'est plus à présenter. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonsoir, merci infiniment de m'accueillir. Henri Désiré Nzouzi, vous êtes expert en géopolitique internationale, initiateur des apéros de la diversité, du networking et vous êtes le producteur associé du JT diplomatique. À cet instant, nous sommes en connexion entre Dallas et Paris. La première question que nous allons vous poser, pourquoi vous vous retrouvez en cet instant à Paris? Quel est l'objet de votre présence maintenant à Paris? Je suis arrivé à Paris tout simplement pour animer en tant que modérateur la première édition de l'Abidjan Business Forum Paris, qui est une passerelle économique qui relie la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, et Paris, tout simplement. C'est donc une rencontre qui réunit les deux écosystèmes économiques, financiers, industriels et commerciaux à l'aune des enjeux et défis qui se posent, mais surtout à l'aune des opportunités d'affaires qu'offre Abidjan en tant que ville attractive. C'est une ville qui est considérée comme l'un des poumons économiques de la CEDEAO. En termes d'influence, c'est la 6e ville d'Afrique. Et donc, il était important de réfléchir, au fond, avec les investisseurs potentiels, avec les parties prenantes, avec les entrepreneurs, avec la diaspora, quelles étaient les opportunités ou les possibilités de créer tout simplement des synergies et des convergences de vues sur la manière la plus efficace de pouvoir investir à Abidjan et donc en Côte d'Ivoire. Henri Désiré Nzouzi, nous allons commencer avec la géopolitique et conflits internationaux. Premièrement, une coalition de volontaires en Ukraine. Que peut-on attendre concrètement de la nouvelle coalition des volontaires en Ukraine et quelles conséquences cela pourrait-elle avoir sur le conflit en cours? Henri Désiré Nzouzi. Disons que cette coalition est tout simplement une réponse aux valses, hésitations, tergiversations, appelez cela comme vous voulez, de Donald Trump, qui nous a malheureusement habitués à des changements de braquet et de paradigme en des espaces de temps relativement courts. Tout le monde se souvient évidemment de la fameuse rencontre qui s'est tenue à Anchorage entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, qui officiellement aurait dû s'entendre sur la manière la plus efficace de résoudre le problème ukrainien. Malheureusement, on a vu qu'une fois de plus, Donald Trump s'est fait berner par Vladimir Poutine, qui n'en est plus à une entourloupe près, puisque ce dernier s'inscrit résolument dans une logique de guerre et d'occupation. Alors face, évidemment, à ce statu quo, les Européens sont désarmés, on le voit, avec deux, défis majeurs. Le premier, c'est comment
d'une certaine manière, préserver les meilleures relations avec Donald Trump au sein de l'OTAN, tout en créant les conditions d'une politique de défense commune. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, évidemment, c'est compte tenu du fait que l'Ukraine frappe à la porte de l'Europe, comment éviter que la Russie ne soit tentée par d'autres velléités expansionnistes. Et donc, par rapport à ces deux enjeux, il était important que l'Europe, d'une certaine manière, et ceux qui considèrent que le sort de l'Ukraine est suffisamment important que pour s'engager, eh bien, ont décidé de réunir les pays qui, d'une certaine manière, aspirent à pouvoir, dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, évidemment, être déployés pour pouvoir, eh bien, garantir l'effectivité de ce cessez-le-feu. Je veux dire à ce sujet qu'il y a eu beaucoup de confusion dans l'esprit de certaines opinions publiques internationales qui ont pensé, en fait, que cette coalition des volontaires était ni plus ni moins un contingent envoyé en Ukraine pour soutenir l'armée ukrainienne contre les assauts russes. Il n'en est absolument rien. La condition sine qua non pour que cette coalition puisse se déployer, c'est qu'il y ait effectivement un cessez-le-feu observable et surtout opposable à toutes les parties. Mais les États-Unis d'Amérique est sur plusieurs échiquiers, notamment Israël cible la masse à Doha. Tout le monde était surpris. Pourquoi Israël a-t-il choisi Doha comme un lieu pour intensifier ses opérations contre le Hamas et quelle réaction cela suscite-t-il sur le plan international et surtout que le Qatar est ce pays qui a fourni ses auspices pour des négociations entre le Hamas et Israël et le Qatar s'entend très bien avec les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Henri Désiré? Il va d'abord falloir revenir un peu dans le passé. Remontons à 2020, il y a 5 ans, nous étions encore à l'ère de Donald Trump. Il était en train d'achever son premier mandat. Eh bien, Donald Trump est à l'origine des fameux accords d'Abraham qui ont permis à certains pays arabes de normaliser leurs relations avec Israël. Parmi ces pays, bien évidemment, vous avez le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, dans une certaine mesure le Maroc du bout des lèvres, et puis évidemment l'Arabie saoudite qui a traîné des pieds. Mais vous pensez bien qu'avec ce qui s'est passé à Doha, eh bien, ces accords d'Abraham volent tout simplement en éclats. La deuxième chose qu'il faut rappeler, et cela n'a jamais surpris qui que ce soit, c'est que, en fait, et c'est largement documenté, le Qatar est reconnu et connu pour avoir été ou pour être encore l'un des soutiens financiers du Hamas. Et donc, le Qatar, qui a toujours usé de son influence dans des négociations, a, pendant de longues années, abrité les différents chefs du Hamas. On pense évidemment à Ismaël Haniyeh, on pense à ses successeurs qui ont malheureusement connu le même sort funeste. Et donc, Israël a décidé de frapper tout simplement à la source. Et il est vrai que ces dernières années, le Qatar s'est montré plutôt complaisant à l'égard du Hamas en acceptant, en accueillant, en accordant l'asile à ses dirigeants. Cela étant, il faut bien reconnaître les choses, le Qatar a eu son utilité, notamment dans le début des négociations avec le Hamas, lorsqu'il s'est agi de pouvoir trouver une solution aux otages israéliens qui, je le rappelle, sont en captivité depuis 2023. 2 ans de captivité, ce sera le cas d'ici le 7 octobre, et donc vous imaginez bien que Benjamin Netanyahou perd patience, il est obligé d'envoyer des gages à son opinion publique, même si dans sa grande majorité, l'opinion publique israélienne est lassée de cette guerre. Il n'y a plus grand-chose à détruire à Gaza. C'est un territoire qui a été complètement rasé. Israël veut annexer carrément Gaza. Je ne sais pas si Israël peut annexer Gaza, mais Israël tient mordicus à y exercer un certain contrôle. Comment est-ce que ce contrôle s'exercera c'est là que réside la question. On l'a vu, il y a de ça quelques jours, il y a des plans américains inspirés
par Trump qui ont fuité et dans lesquels évidemment il y a des choses extrêmement fantaisistes qui ont été prévues pour cette enclave qui, du point de vue des Américains, en tout cas de l'administration Trump, devrait être vidée de ses habitants. Et on voit très mal comment est-ce que l'Égypte pourrait accepter une telle situation si ce n'est que d'être mise sur le fait accompli. C'est, je dirais, une équation insoluble au moment où nous parlons, et ce qui s'est passé notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies ces derniers jours, avec notamment l'option qui a été levée de pouvoir opter pour une solution à deux États, eh bien c'est quelque chose qui malheureusement n'entre pas dans l'agenda ni de Benjamin Netanyahou, ni bien évidemment de l'administration Trump qui a voté contre évidemment cette perspective. On voit très bien que nous sommes dans une logique d'escalade. Cela ne semble guère gêner Netanyahou, mais nous verrons comment les choses s'articuleront et comment est-ce que les pays arabes pourraient éventuellement coordonner leur réponse par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment à Doha. Henri Désiré Nzouzi, l'OTAN s'inquiète. La Russie a envoyé des drones en Pologne. Quelle implication stratégique représente l'envoi des drones russes en Pologne pour la sécurité de l'OTAN et de l'Union européenne? Est-ce que on passe à un autre niveau dans l'escalade? Henri Désiré Nzouzi. Vous savez, Vladimir Poutine c'est à la fois un joueur d'échecs et un joueur de poker. Avec lui, c'est en permanence du qui tout double ou tout simplement des pavés dans la mare qu'il jette pour tester la réactivité de ses adversaires. En vérité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 2022, depuis le 24 février 2022, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, eh bien, Vladimir Poutine n'a eu de cesse de tester la détermination des Occidentaux. Ce qui l'a fortement aidé, singulièrement ces derniers mois, ça a été bien évidemment la réélection de Donald Trump, qui est revenu donc aux États-Unis à la Maison-Blanche pour un second mandat de 4 ans, et Vladimir Poutine sait qu'il peut continuer à compter sur le tempérament imprévisible et éruptif de Trump, qui souffle en permanence le chaud et le froid vis-à-vis de ses alliés occidentaux, et on pense évidemment à ses alliés européens. Ce qui s'est passé lors du dernier sommet de l'OTAN montre à quel point l'alliance est fragilisée, parce qu'elle est divisée entre deux camps, l'un mené par les États-Unis dans une posture isolationniste, mais qui réussit quand même à attirer ou à traîner dans son sillon des pays relativement faibles qui n'ont aucune, je dirais, qui n'ont aucun espoir de pouvoir s'en sortir sans le parapluie américain. Et puis vous avez de l'autre côté des pays qui tentent tant bien que mal de résister et qui essaient de mettre en place une sorte de défense européenne commune qui pourrait à terme, mais ce n'est pas garanti, vous l'aurez compris, pourrait s'affranchir de la tutelle de l'OTAN. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il y a de cela quelques jours, Donald Trump a décidé de geler certaines aides qui, par centaines de millions de dollars notamment, affluaient en Europe dans, je dirais, les maillons faibles de l'Alliance Atlantique pour maintenir à niveau les capacités de réaction. On voit très bien que d'un côté, vous avez quasiment le doublement de la contribution des États membres, des 32 États membres de l'OTAN, dont on sait par avance que les 3/4 ne seront pas en capacité de suivre. Et de l'autre côté, vous avez une volonté des États-Unis de placer les Européens face à leurs responsabilités pour les contraindre précisément à mettre en place une véritable politique de défense qui soit autonome. Donc c'est une situation qui amuse Vladimir Poutine, vous vous en doutez, et dans ces conditions, il ne boude pas son plaisir, et donc teste cette fameuse réactivité qui met à mal, d'une part, je dirais, la cohérence, la cohésion, la solidarité de l'OTAN, et qui surtout révèle de vraies fractures au sein même du dispositif de l'OTAN, voire européen, puisque les réactions, évidemment, vous les avez vues. Trump s'est contenté de dire qu'il s'agissait probablement d'une erreur de la part de la Russie, tandis que vous avez, au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, la ferme conviction qu'il s'agit là d'une déclaration de guerre de Vladimir Poutine. Mais il faut faire
très attention. Je l'ai dit, Poutine est à la fois un joueur d'échecs et de poker. Il est probable que ce qui s'est passé en Pologne ne soit en réalité qu'une diversion qui prépare ou qui fasse le lit de quelque chose de beaucoup moins avouable et pour lesquels nous devrions évidemment être, je dirais, sur les gardes, parce qu'on ne sait pas ce qui peut véritablement se passer. Ce qui est certain, c'est qu'avec cet incident en Pologne, nous avons véritablement basculé dans quelque chose de totalement nouveau, au moment même où, en Biélorussie, vous avez de gigantesques manœuvres militaires qui se font. On n'a jamais été aussi près d'un conflit armé entre la Russie et l'OTAN. De partout où nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris en France et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Zeuzy, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, du networking, ainsi que producteur associé du JT diplomatique. Nous allons sur cet élément, sur l'actualité internationale, et nous revenons après. Est-ce que le droit international a-t-il encore sa place dans les concerts des nations ? Dans un monde en ébullition, la diplomatie de la force s'impose plus que jamais, comme le langage des grandes puissances. Les États-Unis, la Chine et la Russie avancent leurs pions, décidés à redessiner la carte du pouvoir mondial. Mais à quel prix ? La guerre en Ukraine s'enlise suite à la persistance russe qui ne donne aucun espoir sur des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Jusqu'où ira l'escalade ? La paix est-elle encore possible ou sommes-nous à l'aube d'une confrontation mondiale ? À Doha, les frappes israéliennes et tensions régionales interrogent. La force est-elle devenue le seul argument diplomatique ? Lorsque le Qatar est reconnu comme le pôle par excellence des négociations de différentes confrontations dans le monde. Et pendant ce temps, les Nations Unies, censées incarner la paix, semblent impuissantes. En Afrique, les conflits s'enchaînent. L'agression rwandaise en RDC pose une question brûlante. Qui protège réellement les peuples ? La signature récente d'un accord de paix RDC-Rwanda à Washington suffira-t-elle à mettre fin aux hostilités ? Ou n'est-ce qu'un répit fragile dicté par les puissances ? Entre-temps, les États-Unis d'Amérique revendiquent la paix entre le Rwanda et la RDC. Dans ce théâtre mondial où diplomatie et puissance militaire se confondent, une seule question domine. Le droit international a-t-il encore un avenir ? De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Paris en France et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Zeuzy. Henri Désiré Zeuzy, nous allons parler de diplomatie et grandes négociations. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, Henri Désiré Zeuzy, par rapport aux enjeux actuels, aux crises et à cette diplomatie de la force, que pouvons-nous attendre de ce sommet qui se pointe à l'horizon? Henri Désiré Zeuzy. Si vous m'aviez posé la même question il y a de cela quelques mois, quelques semaines, et je crois que vous l'avez déjà fait d'ailleurs, je vous aurais répondu qu'on pourrait s'attendre effectivement à des changements importants, au moins au niveau de la symbolique, pour marquer véritablement le coup et pour effectivement entrer, je dirais, dans cette 80e année d'existence des Nations Unies avec la ferme détermination de réformer les choses. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en l'espace d'un mois et demi, 2 mois, jamais les positions ne s'étaient autant radicalisées. Quand vous regardez ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, il y a eu une formidable accélération de l'histoire. Vous avez eu les bombardements israéliens sur l'Iran, vous avez eu les bombardements américains sur l'Iran, vous avez eu récemment, vous l'avez évoqué, les bombardements d'Israël au Qatar, vous avez ces drones russes qui circulent dans le ciel polonais, vous avez la crise qui a été évitée de justesse
entre l'Inde et le Pakistan. Vous avez au Népal une situation explosive. Vous avez cette fameuse rencontre, on en parlera certainement, en Chine, à l'occasion de la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec Poutine, Xi Jinping et évidemment le président nord-coréen. En fait, ce à quoi nous assistons actuellement, c'est ni plus ni moins à la résurgence de quelque chose d'extrêmement dangereux, d'extrêmement préoccupant, où vous n'avez plus aucun tabou. Tous les tabous ont sauté, tous les verrous ont sauté. Jamais la force ne s'est autant imposée comme mode d'expression dans les relations internationales et jamais la loi du plus fort ne s'est autant manifestée. Et je vous dirai très simplement des choses. Je ne m'attends pas à grand-chose à l'occasion de cette Assemblée générale pour deux raisons. D'abord parce que les puissances qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité ne se priveront pas de l'utiliser. La deuxième chose, c'est que comme nous sommes désormais dans une logique d'affrontement entre blocs, c'est plutôt maintenant que les alliances vont se nouer et se défaire. Et il serait hasardeux aujourd'hui, précisément, de parier, ou en tout cas de présumer sur une amélioration de la situation. J'ai plutôt tendance à penser qu'il y a un accord tacite entre les superpuissances pour qu'elles n'interviennent pas ou ne contrarient pas les ambitions des uns et des autres, en échange, eh bien, de statu quo ou tout simplement d'une forme de complaisance qui, en réalité, desservira les intérêts européens, puisque l'Europe est déjà affaiblie avec ce qui se passe en Ukraine. Je ne parle même pas de l'Afrique qui est totalement inexistante dans le débat, et vous aurez comme ça une recomposition avec des blocs qui verront eh bien, des pays moins impliqués s'arrimer dans une sorte de recherche effrénée de protection ou d'avantages que les grands, aujourd'hui, auront à cœur de distribuer ou de retirer. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une ère très, très particulière et je pense que nous devrions être très attentifs à ce qui se passe. Et je crains malheureusement qu'au niveau du continent africain, eh bien, nous ayons toujours cette disparité, nous ayons toujours cette division apparente, puisque les pays ont souvent beaucoup de mal à se déterminer, si ce n'est qu'à s'aligner sur des positions qui ne sont pas forcément conformes à leurs aspirations. Nous sommes véritablement entrés dans l'ère du multi-alignement, autant que nous l'étions il y a de cela quelques années à l'ère du multilatéralisme ou du non-alignement. Désormais, il est possible, je dirais, d'avoir une situation à la carte que l'on peut juger. On peut voter demain contre un allié et se rabibocher avec. On peut être éventuellement en soutien d'une cause qui correspond à nos aspirations, sans toutefois fâcher un allié traditionnel. C'est le multi-alignement, c'est véritablement les relations internationales à la carte, où l'on peut voter en fonction de ses intérêts, sans risque de se voir tout simplement, je dirais, opposer des mesures de rétorsion. Henri Désiré Nzouzi, vous avez suivi comme nous le sommet de Taïjin, vous avez suivi comme nous le défilé militaire de Beijing, vous l'avez si bien illustré, le président Xi Jinping chinois avec Vladimir Poutine, avec ses autres homologues et la présentation de la puissance militaire chinoise. Nous aimerions que vous puissiez nous expliquer, en visualisant ce qui s'est passé en Chine, qu'est-ce que nous devons comprendre par diplomatie de la force? À quel moment doit-on parler de la diplomatie de la force? Qu'est-ce que l'on veut imposer par diplomatie de la force et quelles sont ses conséquences pratiques sur la politique internationale, sur une institution comme les Nations Unies et les relations entre États? Henri Désiré Nzouzi. Alors, avant de vous répondre, je voudrais rappeler qu'il y avait deux présences remarquables à ce sommet de Taïjin. Il y avait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, cela
n'est pas en soi une surprise. Il est le secrétaire général des Nations Unies, la Chine en fait partie. On peut comprendre qu'il ait été invité. Et plus surprenant, c'est la présence de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN. Certes, il a répondu présent à une invitation lui adressée par son homologue chinois, mais la symbolique est quand même violente. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, faisons un petit détour par la France. Lorsqu'en 1960, la France acquiert la bombe atomique, nous sommes à l'époque du général de Gaulle et il a décidé de faire de la dissuasion nucléaire française, je dirais, l'alpha et l'oméga de la politique de défense de son pays. La dissuasion nucléaire, c'est tout simplement votre capacité à réagir à une menace. C'est donc une doctrine défensive qui vous permet de répondre en cas d'attaque en causant des dégâts irrémédiables. La diplomatie de force consiste à faire étalage de sa force et de sa capacité à frapper n'importe où, n'importe quand et contre n'importe qui. En d'autres termes, vous intimidez, vous amadouez, vous menacez. Et donc, vous utilisez des moyens pour, je dirais, impressionner votre adversaire ou tout simplement pour préempter sur les peurs que pourrait susciter cette démonstration de force. Nous sommes véritablement dans une ère nouvelle. Je l'ai évoqué il y a de cela quelques instants. Et demain, je ne serai pas étonné et surpris que, en cas, je dirais, d'actes irréparables, pour ne pas dire irrésolus, de la part de la Chine vis-à-vis de Taïwan, nous n'ayons pas forcément de réaction automatique de la part des États-Unis. On l'a vu lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Il y a, je dirais, une règle non écrite entre ces trois superpuissances qui n'ont aucun intérêt à se neutraliser mutuellement. Chacun joue une forme de leadership dans sa catégorie ou, je dirais, dans son créneau. Les États-Unis, chef de file du monde occidental, la Chine, chef de file du Sud global, et la Russie qui tente tant bien que mal de reconstituer l'Empire soviétique. Vous avez donc trois agendas totalement différents, mais qui d'une certaine manière se complètent. Parce qu'en fait, on peut considérer qu'il y a, entre ces trois superpuissances, une sorte de pacte de non-agression. On peut effectivement se contrarier mutuellement au niveau du Conseil de sécurité, adopter des sanctions, mais en réalité, tout finit par s'équilibrer et les grands perdants, évidemment, ce sont ceux qui n'ont pas droit de citer. Je pense évidemment aux Européens qui sont actuellement en train de souffrir le martyre au niveau de l'OTAN. Ce sont les Africains qui n'ont aucune voix au chapitre. Et puis, évidemment, vous avez le reste du monde qui reste dans l'expectative. Il y a fort à parier, malheureusement, que cette diplomatie de la force perdure encore. Vous parliez de diplomatie de la force. Les Américains, eux, ont théorisé la paix par la force, mais visiblement, c'est un exercice qui a ses limites, puisque cette fameuse paix par la force ne semble pas s'appliquer sur la Russie, qui dispose encore de moyens suffisamment importants que pour dissuader les États-Unis d'aller plus loin dans leur volonté de s'imposer. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris, en France, et Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Zouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique et concepteur des apéros et du networking. Nous allons à la régie suivre un élément et nous revenons après. Le multi-alignement pour imposer la diplomatie de la force dans le monde. Le monde bascule. Une ère nouvelle se dessine, marquée par la diplomatie de la force. Aux États-Unis, Donald Trump frappe fort. Le ministère de la Défense disparaît, remplacé par le ministère de la Guerre. Un symbole lourd de sens pour affirmer son positionnement ainsi que ses aspirations en tant que nation sur le plan mondial. En Ukraine, la guerre a affaibli toute initiative visant à la fin des hostilités. La Russie multiplie les frappes,
franchit de nouvelles lignes rouges et survole désormais les pays de l'OTAN, défiant ouvertement l'Alliance Atlantique. Lorsque l'Europe pensait obtenir le soutien des États-Unis d'Amérique pour faire face au Kremlin, Washington aurait choisi son camp. À l'Est, la Chine affiche sa puissance militaire. Lors du défilé commémorant la victoire sur le Japon, chars, missiles et technologies futuristes déferlent. Un message clair à la communauté internationale, Pékin revendique maintenant la première puissance mondiale vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Et pendant que les grandes puissances se positionnent, l'Afrique et ses dirigeants sont dans la figuration, tiraillés entre les blocs, spectatrices d'une diplomatie mondiale qui se durcit jour après jour. Un monde en mutation, une diplomatie qui s'efface. La force devient langage. Et qui sait, peut-être bientôt, la seule loi. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, qui est expert en diplomatie internationale, qui se trouve présentement à Paris pour un sommet et il nous fait l'honneur d'être en connexion avec le Texas à Dallas aux États-Unis d'Amérique. Henri Désiré Nzouzi, dans cette diplomatie de force ou la paix par la force, nous allons parler de l'Afrique. L'Afrique, vous avez le Ghana. Le Ghana, pour une première fois, avait refusé de recevoir les personnes expulsées des États-Unis et après, il accepte à une condition qu'il soit de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le cas des accords de Washington où la RDC et le Rwanda ont signé. Les États-Unis d'Amérique est convaincu qu'il y a la paix, mais lorsque vous regardez la situation sur terrain, Ituri, Beni, ainsi de suite, Goma, Bukavu, la situation est vraiment alarmante. Vous avez le Soudan, vous avez tout ce problème en Afrique. Quel est le sort des Africains? Qu'est-ce qu'ils doivent décoder comme message? Quelles sont les précautions que les Africains, les dirigeants africains doivent prendre? Parce que le 21 septembre 2025, beaucoup d'autorités africaines seront à l'Assemblée générale des Nations unies pour pouvoir passer des messages, participer à des events. Est-ce que l'Afrique doit rester à un niveau de figuration et ne pas répondre aux vrais problèmes qui touchent ses concitoyens, qui touchent ses territoires, qui touchent son intégrité? Henri Désiré Nzouzi. Vous avez évoqué le Ghana il y a de cela quelques instants. J'aimerais qu'on s'y attarde un tout petit peu. Les États-Unis ont expulsé vers le Ghana des ressortissants ouest-africains qui étaient en situation illégale. Dans un premier temps, le Ghana avait refusé, mais il y a eu un événement qui est passé quasiment inaperçu. En tout cas, selon moi, de l'avis des observateurs les plus avisés. Les États-Unis, il y a de cela quelques semaines, ont décidé d'imposer des droits de douane de plus de 30% à tous les produits ghanéens entrant aux États-Unis. Vous vous doutez bien que c'est une mesure qui n'arrange pas les affaires du président ghanéen, qui doit faire face à une opinion extrêmement remontée et qui doit, par conséquent, trouver un moyen de pouvoir, je dirais, alléger la facture. Et donc, lorsque les États-Unis reviennent à la charge pour demander au Ghana d'accueillir ces migrants, la réponse n'a rien de surprenant, puisqu'en acceptant que les États-Unis envoient des migrants au Ghana, le calcul qui est fait par le président ghanéen, c'est d'obtenir un allègement au niveau des droits de douane. C'est du donnant-donnant. Vous savez, cette diplomatie de la force, ou cette paix par la force, en réalité, c'est du marchandage. Nous sommes entrés dans une sorte de diplomatie mercantile, où c'est du donnant-donnant. Tu donnes, je donne, on échange, on s'entend, et tout ira bien. Nous en sommes là, malheureusement, aujourd'hui. Voilà comment est-ce qu'on amadoue les gens. Vous parlez de la RDC et du Rwanda. C'est vrai que dans l'esprit des Américains, il y a la paix au Congo. Mais la signature d'un accord en elle-même ne constitue pas la fin des hostilités. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai été négociateur des accords de Lusaka. Je peux vous en parler. Cet accord a été signé le 9 juillet 1999.
il n'a jamais été respecté. Il a fallu attendre le 16 décembre 2002, avec l'accord global et inclusif de Sun City, pour voir un début d'exécution de l'accord de Lusaka. Vous avez bien entendu, 3 ans et demi se sont écoulés entre la signature de l'accord de Lusaka et sa mise en œuvre, qui sera entérinée en 2003, au mois d'avril, par les accords de Sun City. On est dans cette dynamique, si on n'y prend pas garde, malheureusement. Alors, j'entends bien qu'il faille rester optimiste, mais il y a, vous savez, ce que l'on appelle communément la réalité du terrain, qui dépasse la fiction des idées, avec un M23 qui continue à se renforcer, qui menace d'autres localités, qui s'affranchit de toutes les règles, indépendamment du fait qu'il y a un accord qui a été signé récemment entre notre gouvernement et le M23 pour l'échange des prisonniers, mais on voit très bien que derrière la stratégie rwandaise, il y a cet entêtement du M23 à gagner du temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'accord de Washington, pour lequel nous entrons dans le 3e mois maintenant, n'a connu que de très timides avancées. Et donc, vous avez une situation comme ça de ni paix ni guerre, où en fait vous avez une sorte d'enlisement, on ne sait plus très bien qui fait quoi, etc. Et c'est très compliqué. Et vous savez, il y a un dicton qui dit « qui n'avance pas recule ». Et là, il faudrait que nous évitions impérativement que soient réunies les mêmes conditions qui ont prévalu à une mise en œuvre tardive de l'accord de Lusaka il y a de cela 26 ans. Je sais de quoi je parle. J'ai fait la même expérience. À l'époque, nous avions déjà la commission militaire mixte, qui est un peu l'équivalent du fameux mécanisme conjoint de vérification ou de sécurité. Mais il reste que il a fallu attendre 3 ans pour un début de mise en œuvre. Et c'est quelque chose qui risque de nous pendre au nez. Nous devons être très attentifs, nous devons nous ressaisir, nous devons impérativement être, je dirais, en alerte maximale, ne pas baisser les bras et surtout ne pas considérer que même si derrière il y a ce fameux deal dont on parle souvent, eh bien ce n'est pas ce deal qui mettra fin au conflit, mais ce sera plutôt notre capacité à pouvoir restaurer l'autorité de l'État et à préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Henri Désiré Nzouzi, est-ce que faudrait-il prendre l'exemple des États de l'AES, par exemple, prendre position, se tourner sur elle-même, se renfermer sur elle-même, chercher à trouver des solutions à ses propres problèmes? Vous savez, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, peut-être que dans un premier temps, au niveau de la symbolique, ça fera effectivement beau de voir qu'on a pris nos responsabilités, etc. Mais cela risque de n'être que de très courte durée. Vous savez, ce que vous faites aujourd'hui chez vous, nous sommes en 2025, a des conséquences sur votre voisin. Donc, il faut être attentif à tous ces équilibres qu'il faut préserver. De la même manière, lorsque vous vous tournez vers un allié, ne considérez pas comme acquis à 100% la loyauté, la fidélité de cet allié vis-à-vis de vous. Chaque acteur a un agenda caché. Chaque acteur préserve et défend ses intérêts. Et chaque acteur n'agit en fonction de ses intérêts du moment. Ses intérêts sont conjoncturels, ses intérêts peuvent être passagers, ses intérêts peuvent être bien compris. Et dans cette hypothèse, vous être sûr d'une chose, c'est que aucun accord, fût-il signé, ne pourront remplacer la volonté, mais vraiment affichée, exprimée, de préserver coûte que coûte ses intérêts. Et je pense que il faut avoir présent à l'esprit, je dirais, cette stratégie, cette vérité, qui en réalité n'en est pas une, parce qu'elle correspond tout simplement au fonctionnement actuel des relations internationales. Vous voulez avancer, vous devez faire pression, vous ne devez pas hésiter parfois à transgresser parce que cela permet parfois de faire avancer les choses. Ce sont des leçons que nous devons tirer de ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être nous en inspirer,
Mais une chose est sûre, c'est que nous ne ferons pas l'économie, d'une prise de décision, d'une prise en compte rationnelle de la réalité qui nous contraindra à agir le moment venu. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris en France et les États-Unis d'Amérique, l'État du Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Zouzi, expert en diplomatie internationale. Nous allons à la régie suivre cet élément et nous revenons après. La diplomatie de la force, un marchandage diplomatique où la pression devient la seule monnaie d'échange. L'illustration du Ghana est très saisissante. Face aux expulsions massives des personnes en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique, par l'administration Trump, Accra avait dit non à la proposition américaine de recevoir les personnes expulsées. Mais lorsque Washington a décidé d'augmenter de plus de 30% les droits de douane sur les exportations ghanéennes, le président africain n'a plus eu le choix. Résigné, il a cédé. L'Afrique, une fois encore, mise au pied du mur. Mais où aller quand les cartes sont faussées dès le départ ? Se tourner vers la Chine, la Russie, l'Inde ou la Turquie pourrait sembler une alternative. Mais la réalité est plus dure. Quand les intérêts stratégiques sont en jeu, les nations n'ont pas d'amis, seulement des partenaires de circonstance. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine et autres grandes puissances parlent le langage de la diplomatie de la force. Les États-Unis d'Amérique imposent ses positions par les droits de douane et sa capacité d'intervention militaire dans le monde, la Russie impose le sien par les armes. La Chine avance ses pions avec son poids économique lorsque l'Europe et l'OTAN s'affaiblissent faute de l'appui de son allié de toujours, les États-Unis d'Amérique. Et l'Afrique, ballottée, sans marge de manœuvre, contrainte de négocier sur une table où les dés sont déjà jetés. Le monde se durcit. La diplomatie de la persuasion cède la place à celle de l'ultimatum. Et dans cette guerre des intérêts, une vérité demeure. Les nations ne protègent pas des amis, elles protègent leur position. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Paris en France et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Zouzi, qui est expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique, ainsi que initiateur des apéros de la diversité et du networking. Henri Désiré Zouzi, nous allons parler politique et gouvernance. Nous remarquons maintenant que même la gouvernance, c'est une gouvernance par la force. Les États-Unis d'Amérique, le président Trump a célébré avec faste le changement du nom du ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Que vous vient à l'esprit cette appellation? Est-ce que aujourd'hui c'est la guerre qui devient un fonds de commerce pour imposer ses idéaux politiques, pour imposer ses relations commerciales, pour imposer sa vision dans le monde? Henri Désiré Zouzi. Et moi, ce que ça m'inspire, comme ça, en vous répondant du tac au tac, c'est que vous n'avez pas besoin d'appeler ministère de la guerre pour faire la guerre. S'il faut faire la guerre, vous la ferez, et peu importe le nom du ministère. C'est une première chose que je voulais dire. Non, cela correspond tout à fait à la rhétorique belliqueuse dans laquelle nous a habitués Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Vous savez, il y a chez lui un savant mélange de volonté d'imposer la paix par la force et de mener une diplomatie de la force. En intimidant, en amadouant, en menaçant, en exerçant une pression, en exerçant un chantage, et ça marche. Ça marche parce que, en fait, vous avez en face de vous des gens qui voient davantage ce qu'ils ont à perdre qu'à gagner d'un affrontement avec les États-Unis. On l'a vu dans l'épisode des droits de douane, où quasiment tout le monde s'est couché, et où finalement Trump, après avoir menacé d'imposer des taux hallucinants, a fini par revenir à la raison, mais en obtenant gain de cause au passage. S'il est vrai que la Chine a peut-être
peut-être réussi à amortir le choc avec des contre-mesures. Mais globalement, nous sommes effectivement dans cette rhétorique. Ministère de la guerre, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais au-delà des mots, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Les États-Unis, même si aujourd'hui ne menacent pas intrinsèquement certains États, à l'exception notable du Venezuela, n'a pas l'ambition, n'a pas envie d'aller faire la guerre à l'extérieur. C'est trop coûteux et on sait ce que cela a déjà donné. Et je ne pense pas que Donald Trump soit dans cette dynamique. Non, je pense qu'il s'agit tout simplement d'une communication à vocation spectaculaire qui a pour objet d'impressionner le plus grand nombre et surtout de montrer la détermination de Donald Trump à prendre ses responsabilités si cela devait être le cas. Il l'a fait en allant bombarder l'Iran, même si aujourd'hui on sait que le résultat est largement mitigé, mais c'est encore une volonté de pouvoir exercer une sorte de pression et de dire, écoutez, nous sommes prêts à toutes les éventualités. Et c'est vrai que l'armée américaine bénéficie d'une telle puissance aujourd'hui qu'elle est en capacité de se déployer en un temps réduit, limité, n'importe où dans le monde, ne serait-ce que pour mutuer les bonnes raisons. Le nombre de bases américaines qui sont, je dirais, dans le giron américain, Okinawa, Diego Garcia, la 5e flotte en Méditerranée, vous avez des troupes américaines au Qatar, aux Émirats, etc. Donc, c'est une armée qui a une capacité de projection à nul autre pareil, et Donald Trump ne se prive pas de le rappeler, effectivement. Et donc, nous sommes véritablement dans une volonté de pouvoir asseoir une forme de domination, même si je note quand même, il faut bien le dire, quand Donald Trump faisait campagne pour son élection, il n'était pas question d'avoir comme ça une volonté de faire ou de jouer aux gendarmes du monde. Or, depuis qu'il a été réélu, les États-Unis ne font que ça, jouer aux gendarmes du monde. On le voit avec des succès relatifs, notamment le cessez-le-feu unilatéral décrété vis-à-vis de Israël et de l'Iran, et puis avec des échecs cuisants comme sont l'incapacité à pouvoir faire fléchir Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien. Henri Désiré Nzouzi, la France a un 7e Premier ministre. Et comment ça s'explique? Est-ce que la solution serait la démission pure et simple du président français Emmanuel Macron, sachant que selon la Constitution française, pour qu'un président puisse démissionner, c'est son libre arbitre. Oui, bien sûr. Ce nouveau Premier ministre, quels sont les défis qui l'attendent? Est-ce qu'il fera mieux que Bayrou, lui étant si jeune, ayant changé de aile et de camp pour devenir macroniste aujourd'hui? Vous savez, on va faire un peu d'histoire. En France, le record de longévité à Matignon est toujours détenu par Georges Pompidou. Il est resté 6 ans et quelques mois. C'était à l'époque du général de Gaulle. Valéry Giscard d'Estaing a été président de la République pendant 7 ans, de 1974 à 1981. Et en 7 ans, il n'a eu que 2 premiers ministres. Il a eu d'abord Jacques Chirac et ensuite il a eu Raymond Barre. Le successeur de Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, a eu 14 ans devant lui et durant cette période, il a usé un peu plus de 5 premiers ministres, de Pierre Mauroy à Rocard en passant par Fabius, Chirac, Édouard Balladur. Emmanuel Macron, nous sommes véritablement dans autre chose. Parce que il a décidé l'an dernier de dissoudre l'Assemblée nationale française. Donc, il vous souviendra que l'an dernier, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il n'en avait pas du tout besoin. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris en France et les États-Unis d'Amérique, l'État du Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Nous allons à la régie suivre cet élément et nous revenons après.
À l'aube de la 80e Assemblée générale des Nations unies, ce 21 septembre 2025 à New York, une question cruciale s'impose. Où est passée la voix des Nations unies ? Créée pour préserver la paix, garantir le dialogue et protéger les faibles contre les forts, l'ONU semble aujourd'hui reléguée au rang de spectatrice, alors que le monde vacille. Face à une diplomatie transformée en rapport de force, l'ONU devrait être le dernier rempart, l'arbitre impartial entre des puissances qui se défient, qui menace, qui s'arme. Mais sa parole, pèse-t-elle encore ? Peut-elle imposer la raison quand la force dicte la loi ? Le 21 septembre, alors que les chefs d'État défileront à la tribune de New York, les regards seront tournés vers une institution fragilisée, mais indispensable. Si l'ONU échoue à se réinventer, à retrouver son autorité morale, alors le monde risque de s'enfoncer dans une ère où le droit se tait, et où seule la puissance parle. De retour sur ce plateau numérique, c'est déjà l'atterrissage de notre programme en connexion entre Paris en France et l'État du Texas à Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking, ainsi que producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci pour votre participation. Merci de m'avoir reçu et je vous fixe rendez-vous à New York dans les prochains jours pour améliorer l'analyse. De partout où nous l'avez suivi, nous étions en connexion à Paris en France où se trouve présentement Henri Désiré Nzouzi pour prendre part à une activité importante et nous sommes de ce côté aux États-Unis d'Amérique. Nous avons parlé de la diplomatie de la force en temps de crise internationale. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.